Avant de commencer cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bon visionnage à tous. Le contrat était simple, son corps pour 9 mois, son argent pour la survie à vie de sa famille. Mais Marcus Reed ne savait pas qu'en s'appropriant l'innocence d'Elena, il détruirait l'homme qu'il pensait être. Les genoux d'Elena menacèrent de flancher alors qu'elle se tenait au centre du pantouse de Marcus Reed, entourée de baies vitrées qui donnaient sur une ville à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Le tapis sous ses chaussures usées coûtait probablement plus cher que tous les meubles du minuscule appartement de sa grand-mère réunis. Elle serra son sac à main, une trouvaille de friperie au fermoir cassé, et tenta de calmer sa respiration. Marcus Reed ne la regarda pas immédiatement. Il se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur la lumière de l'après-midi, les mains jointes derrière le dos. Tout en lui irradiait le contrôle. Les lignes nettes de son costume, l'immobilité absolue de sa posture, la façon dont la pièce entière semblait se plier à sa présence. Quand il se tourna enfin, ses yeux étaient gris et froids comme l'acier en hiver. Vous comprenez ce que vous proposez. Sa voix n'était pas une question. Chaque mot s'abattit avec le poids d'un marteau de juge. Je comprends. Elena força les mots à franchir sa gorge nouée. Ma grand-mère a besoin d'un traitement. Le genre que votre argent peut acheter. Le genre qui n'existe dans aucun monde que je puisse atteindre. Et vous proposez de porter un enfant pour moi en échange? Marcus se dirigea vers son bureau. Chaque pas était mesuré. Dites-moi pourquoi je devrais accepter cet arrangement alors que je pourrais engager n'importe quelle mère porteuse par les voies légales. Parce que ces voix posent des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, pensa Elena, mais elle ne le dit pas. Elle avait fait ses recherches. La défunte épouse de Marcus Reed avait été l'amour de sa vie. Tout le monde connaissait cette histoire. Elle était morte soudainement, et l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien s'était refermé sur lui-même. Mais sa famille, les Reed, dont le nom s'était illustré à travers les générations, exigeait une descendance, un héritier, un héritage. Parce que je suis désespéré, dit Elena à la place, en croisant son regard. Et les gens désespérés ne posent pas de questions. Ils n'ont pas d'exigence. Ils prennent ce qu'on leur offre et disparaissent quand c'est fini. Quelque chose vacilla dans l'expression de Marcus. Trop rapide pour être identifié. Il sortit un dossier du tiroir de son bureau et le plaça entre eux. J'ai fait mener une enquête sur vous. Elena Carter, élevée par votre grand-mère après la mort de vos parents, avait cumulé 3 emplois pour la maintenir en vie jusqu'ici. Pas de casier judiciaire, pas de scandale, pas de complications. Les mains d'Elena tremblaient. La récitation clinique de sa vie lui donna l'impression d'être déshabillée sous des néons. Alors vous savez que je dis la vérité. Je sais que vous êtes assez désespéré pour entrer chez un inconnu et offrir votre utérus. Marcus ouvrit le dossier. Mais le désespoir rend les gens imprévisibles. Avant que je n'accepte quoi que ce soit, vous vous soumettrez à des examens médicaux complets, des tests génétiques, une évaluation psychologique. Vous signerez des documents qui vous priveront de tout droit parental. Vous renoncerez à la possibilité de jamais contacter cet enfant ou de revendiquer un quelconque lien. Comprenez-vous? Chaque condition était comme un clou planté dans sa poitrine. Elena pensa au visage de sa grand-mère, à la façon dont la douleur l'avait rongée, au médecin qui avait cessé de prétendre qu'il y avait de l'espoir sans cet argent qu'elle ne posséderait jamais. Je comprends. Le paiement sera placé sur un compte séquestre. 2 millions débloqués à la confirmation de la grossesse. Le reste après la naissance. À condition que vous respectiez chaque terme. Les doigts de Marcus tracèrent le bord du dossier. Vous vivrez dans ma propriété pendant toute la durée. Aucun contact avec le monde extérieur, à l'exception d'appels téléphoniques supervisés. Pas de visite. Aucune indépendance. C'est de l'emprisonnement, murmura Elena. C'est une protection pour l'enfant. Pour mon investissement. Les yeux de Marcus se plantèrent dans les siens. C'est à prendre ou à laisser, mais décidez maintenant. Je ne perds pas de temps avec l'indécision. Elena ferma les yeux, revit le sourire de sa grand-mère, la façon dont elle l'avait élevée avec rien d'autre que de l'amour et des sacrifices, vit ce sourire s'effacer sur un lit d'hôpital. Parce que le monde mesurait la vie en dollars qu'Elena ne pouvait gagner assez vite. J'accepte. Marcus poussa le dossier vers elle. Lisez chaque mot. Signé en bas. Les pages dansèrent devant les yeux d'Elena.
La terminologie juridique s'enroulait autour de sa gorge comme un nœud coulant. Elle signa son nom 17 fois, chaque signature lui donnant l'impression de s'effacer morceau par morceau. Quand elle eut fini, Marcus rassembla les papiers et passa un appel. Préparez la suite médicale. Examen complet aujourd'hui. Il raccrocha et regarda Helena avec une expression qui aurait pu être de la pitié chez un autre homme. Mon médecin effectuera l'examen ici. Une fois que nous aurons les résultats, nous procéderons. La salle d'examen donna à Helena l'impression d'être un spécimen. Le médecin, une femme aux mains froides et au regard plus froid encore, effectua des tests qui lui ôtèrent toute parcelle de dignité. Helena fixa le plafond et essaya de se souvenir pourquoi elle faisait cela. Quand ce fut terminé, elle remit ses vêtements bon marché et attendit dans le bureau de Marcus. Il entra, tenant une seule feuille de papier, et quelque chose sur son visage avait changé. La froideur demeurait, mais en dessous couvait quelque chose de plus sombre. Les résultats sont intéressants, dit Marcus lentement. Vous êtes en parfaite santé. Candidate idéale pour une grossesse. Mais il y a un détail que vous avez omis de mentionner. L'estomac d'Helena se noie. Quel détail? Vous êtes vierge. Marcus posa le papier face contre table. Elle, complètement intouchée. La chaleur inonda le visage d'Helena. Je ne pensais pas que ça importait. Je peux toujours. Ça importe. La voix de Marcus s'était abaissée jusqu'à devenir presque dangereuse. Parce que l'arrangement que je proposais impliquait une insémination artificielle. Clinique, distante. Aucun contact entre nous au-delà de ce qui est légalement requis. Alors nous ferons ça, dit Helena rapidement. Ça ne change rien. Ça change tout. Marcus contourna son bureau jusqu'à ce qu'il se tienne juste en face d'elle. Je ne fais pas de procédures artificielles. Je n'ai jamais eu l'intention d'en faire. Mais je supposais avoir affaire à une femme qui comprenait la réalité physique de ce que la création d'un enfant exige. Maintenant, je regarde quelqu'un qui n'a jamais été touché par un homme, s'offrant comme un sacrifice. Helena se leva, la colère submergeant sa peur. Vous pensez que je ne sais pas ce à quoi j'acquiesce? Vous pensez que je suis une fille naïve qui ne comprend pas que faire un bébé nécessite des relations sexuelles? Je sais exactement ce que j'offre. Mon corps. Mon choix. Votre argent. C'est le marché. Alors laissez-moi être parfaitement clair sur ce que ce marché implique. Le visage de Marcus n'était qu'à quelques centimètres du sien. Vous déménagerez dans mon domaine privé demain. Nous y passerons du temps, isolés, seuls. Et pendant ce temps, je vous prendrai dans mon lit chaque nuit jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée. Pas de procédure clinique. Pas de distance artificielle. Moi en vous, autant de fois qu'il le faudra. Est-ce assez clair pour votre compréhension? Helena ne pouvait plus respirer. La réalité de la chose s'abattit sur elle comme une vague. Pas seulement la grossesse. Pas seulement porter un enfant. Mais cet homme, cet étranger, s'appropriant son corps, prenant ce qu'elle n'avait jamais donné à personne. Comment savoir si vous tiendrez parole? Comment savoir si vous me paierez après? Vous ne le savez pas, Marcus recula. Mais vous n'avez pas d'autres options, n'est-ce pas? Il reste peu de temps à votre grand-mère. Selon l'avis du médecin auquel vous vous fiez. Vous avez franchi ma porte parce que vous n'avez plus de temps et plus de choix. Alors, je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout, sachant exactement ce que j'exigerai de vous? Helena pensa à sa grand-mère lui apprenant à lire, cumulant 3 emplois pour la nourrir, sacrifiant tout pour qu'Helena puisse avoir un avenir. Maintenant, c'était au tour d'Helena de se sacrifier. Quand partons-nous? Marcus sortit son téléphone et passa un autre appel. Préparez le domaine de la montagne. Je veux tout le personnel, mais personne n'entre dans la maison principale. Il mit fin à l'appel et regarda Helena avec quelque chose qui aurait pu être du respect, ou peut-être du mépris. Demain matin. N'apportez rien. Tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni. Le traitement de ma grand-mère. Le transfert d'argent sera fait dans l'heure. Votre grand-mère aura les meilleurs soins disponibles. C'est ma garantie. Si vous ne vous présentez pas demain, chaque dollar disparaîtra. Marcus se dirigea vers la porte et la tint ouverte. Une voiture viendra vous chercher à l'aube. Ne soyez pas en retard. Helena le dépassa, les jambes tremblantes.
Dans l'ascenseur qui descendait de son penthouse, elle aperçut son reflet dans les portes polies. La femme qui la regardait semblait être une étrangère. Quelqu'un qui venait de se vendre. Quelqu'un qui avait renoncé à son innocence avec 17 signatures et une prière désespérée que l'amour vaille n'importe quel prix. Son téléphone vibra. Un SMS de l'hôpital. Traitement approuvé. Début immédiat. Votre grand-mère vous réclame. Elena pressa son front contre la paroi froide de l'ascenseur et se permit de pleurer. Elle avait sauvé la vie de sa grand-mère, mais le coup. Le coup était tout ce qu'elle ne récupérerait jamais. Demain, Marcus Reed l'emmènerait dans son domaine de la montagne et là, dans l'isolement et l'obscurité, elle lui donnerait quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait vraiment acheter. Elle se donnerait elle-même, et prierait pour qu'à la fin, il reste assez d'elle pour reconnaître la femme dans le miroir. Chapitre 2, l'appropriation. Le domaine de la montagne s'élevait dans la nature sauvage, comme quelque chose sculpté à la fois de ses cauchemars et de ses fantasmes. De pierre et de verre. Brutal et magnifique. Perché au bord d'une falaise qui plongeait dans une forêt sans fin. Le trajet avait duré des heures, serpentant sur des routes qui effaçaient la civilisation à chaque kilomètre. Elle se tenait maintenant dans le hall d'entrée, entourée d'un silence si complet qu'il ressemblait à une noyade. Votre chambre est à l'étage. La voix de Marcus résonna sous le plafond voûté. Il n'avait pas parlé de tout le trajet. Maintenant, il désignait un escalier qui montait en courbe vers l'ombre. Le dîner est servi à 20 heures. Ne soyez pas en retard. Elena le suivit dans les escaliers, son petit sac de voyage serré dans ses mains, malgré son insistance sur le fait qu'elle n'aurait besoin de rien. Le couloir s'étendait devant eux, bordé de portes qui restaient closes. Marcus s'arrêta à la dernière et la poussa. La chambre était immense. Un lit assez grand pour 5 personnes dominait le centre, couvert de draps blancs qui semblaient doux comme des nuages. Des fenêtres donnaient sur la forêt et une cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs. C'était beau et terrifiant à parts égales. La salle de bain est par là. Marcus désigna une porte latérale. Des vêtements dans le placard. Tous à votre taille. Articles de toilette fournis. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un téléphone près du lit. Où est votre chambre? Demanda Elena, détestant le son fluet de sa voix. De l'autre côté du couloir. Les yeux de Marcus rencontrèrent les siens, et pour la première fois, elle vit quelque chose d'humain en eux. De l'incertitude, peut-être, ou de l'appréhension. Nous avons des heures avant le dîner. Reposez-vous. Ce ne sera facile pour aucun de nous deux. Il partit, refermant la porte avec un déclic doux. Elena resta au centre de la pièce et essaya de se souvenir comment respirer. C'était réel. Elle était là. Et ce soir? Ce soir, l'accord commencerait. Elle prit une douche dans la salle de bain, tout en marbre et en robinetterie dorée. L'eau était si chaude qu'elle lui rosit la peau. Les vêtements dans le placard lui allaient parfaitement, et elle se demanda comment il avait connu ces mensurations exactes. Probablement de la même manière qu'il avait tout su de sa vie. L'argent achetait les réponses à n'importe quelle question. Le dîner fut une affaire étrange et silencieuse. Ils étaient assis aux extrémités opposées d'une table qui aurait pu accueillir 20 personnes. Des assiettes de nourriture auxquelles aucun d'eux ne toucha. Elena essaya de manger, mais chaque bouchée avait un goût de cendre. Marcus buvait du vin et la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Avez-vous peur de moi ?» demanda-t-il finalement. Elena posa sa fourchette. « Devrais-je ? Je ne fais pas de mal aux femmes, malgré ce que vous pourriez penser de cet arrangement. Malgré la froideur du contrat, je ne suis pas un monstre. » Marcus remplit son verre. « Mais je vous prends quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer. » Alors oui, peut-être devriez-vous avoir peur. « Je n'ai pas peur de la douleur, » dit Elena doucement. « J'ai peur de disparaître. De vous donner tant de moi-même qu'il ne reste plus rien quand ce sera fini. » La main de Marcus se crispa autour de son verre. « Alors nous avons peur de la même chose. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'un sens qu'Elena n'osait pas examiner. Ils finirent le dîner en silence. Et quand ce fut terminé, Marcus se leva. « Il est temps. » Le cœur d'Elena martela ses côtes. Elle le suivit dans les escaliers, chaque marche lui donnant l'impression de marcher vers son exécution. Quand ils atteignirent sa chambre plus grande que la sienne, plus sombre, dominée par un lit qui ressemblait à un hôtel, Marcus se tourna vers elle.
Dernière chance de changer d'avis, dit-il. Partez maintenant, et je paierai quand même le traitement de votre grand-mère. Sans condition, sans obligation. Elena regarda cet homme qui avait acheté son avenir, qui était sur le point de s'approprier son corps, qui se tenait devant elle, lui offrant une échappatoire qu'elle ne pouvait pas saisir. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que prendre la virginité d'une femme devrait signifier plus qu'une simple transaction commerciale. La voix de Marcus se brisa légèrement. Parce que je suis sur le point de franchir une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir, et peut-être que vous donnez une issue fait de moi un moins grand salaud. Je ne pars pas, murmura Elena. J'ai fait un choix. Je reste. Marcus hocha lentement la tête. Puis il traversa l'espace qui les séparait et prit son visage entre ses mains. Son contact était doux, presque révérencieux, et cela ne fit qu'empirer les choses. Car elle s'était attendue à de la froideur et trouvait à la place quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la tendresse. J'essaierai de vous faire le moins de mal possible, dit-il. Puis il l'embrassa, et le monde d'Elena bascula. Ses lèvres étaient douces et exigeantes à la fois, extorquant à son corps des réponses dont elle ignorait l'existence. Quand il se retira, ses genoux s'étaient dérobés. Marcus la déshabilla lentement, retirant les couches jusqu'à ce qu'elle se tienne nue devant lui, exposée de toutes les manières possibles. Ses yeux parcoururent son corps, et la honte l'inonda jusqu'à ce qu'il murmure « Vous êtes belle. Douloureusement belle. » Il l'allongea sur le lit, et ses mains l'explorèrent avec une minutie qui tenait à la fois de l'adoration et de la violation. Quand il se positionna enfin au-dessus d'elle, Elena ferma les yeux et essaya de se souvenir pourquoi elle était là. Sa grand-mère. L'amour. Le sacrifice. Regardez-moi, ordonna Marcus. Si nous faisons ça, vous me regardez. Elena ouvrit les yeux et croisa son regard. À cet instant, elle vit au-delà de la froideur, vit quelque chose de brut et de brisé en dessous. Un homme qui avait tout perdu et qui essayait de revenir à la vie par un acte qui les détruirait tous les deux. Quand il entra en elle, la douleur fut aiguë et immédiate. Elena poussa un cri, des larmes coulant sur son visage, et Marcus se figea. « Respirez, murmura-t-il. Contentez-vous de respirer. » Mais les larmes ne venaient pas seulement de la douleur physique. Elles venaient de l'intimité dévastatrice de ce moment, de la façon dont son corps était revendiqué par un étranger qui semblait de moins en moins étranger à chaque seconde. Quand il commença à bouger, la douleur se transforma en autre chose. Pas du plaisir, pas encore, mais une connexion si intense qu'elle avait l'impression de se noyer. Marcus bougeait lentement, prudemment, son front pressé contre le sien. « Je suis désolé », ne cessait-il de murmurer. « Je suis désolé. Je suis désolé. » Quand ce fut fini, Elena gisait dans son lit, du sang sur les draps blancs, son corps endolori à des endroits qu'elle n'avait jamais reconnus. Marcus la prit dans ses bras, la tenant avec une possessivité qui aurait dû l'effrayer, mais qui lui parut être la seule chose solide dans un monde chancelant. « Restez cette nuit, dit-il contre ses cheveux. Ne retournez pas dans votre chambre. » Elena voulait refuser, voulait maintenir une certaine distance, une séparation entre la transaction et ce que cela devenait. Mais elle était trop épuisée, trop submergée, trop brisée. Elle resta. Les jours se fondirent en nuits qui se brouillèrent. Marcus la prit encore, et à chaque fois la douleur s'atténuait, et quelque chose d'autre émergeait. Son corps apprenait ses rythmes, sa peau mémorisait son contact, son souffle se synchronisait avec le sien. Ils se parlaient à peine pendant la journée, se déplaçant l'un autour de l'autre comme des fantômes. Mais la nuit, dans ce lit, ils communiquaient dans un langage sans mots. Au moment où ils étaient là depuis plus longtemps que prévu, quelque chose avait fondamentalement changé. Marcus lui faisait l'amour avec un désespoir qui ressemblait à du chagrin, et Elena répondait avec un abandon qui la terrifiait. Quand elle atteignit l'orgasme pour la première fois, Marcus la tint pendant qu'elle tremblait et murmura des choses qu'elle fit semblant de ne pas entendre. Un matin, le test de grossesse se révéla positif. Il se tenait dans la salle de bain, fixant les 2 lignes roses qui signifiaient que la transaction était terminée. Le visage de Marcus était illisible. « C'est fait, dit-il finalement. »« Oui. » La main d'Elena se posa inconsciemment sur son ventre encore plat. « C'est fait. » Ils retournèrent à la ville cet après-midi-là. Le trajet du retour donnait l'impression de voyager entre 2 mondes différents. Le domaine de la montagne, où quelque chose de brut et de réel s'était produit, et la ville, où régnaient les contrats et la froideur. Quand ils arrivèrent au manoir de Marcus,
il la conduisit dans une aile qu'elle n'avait jamais vue. « Vos appartements, dit-il en ouvrant la porte d'une suite. Tout ce dont vous avez besoin. Entrée privée. Vous n'aurez pas à me voir, sauf si nécessaire. » Elena regarda cette belle cage qu'il lui offrait. Et la nuit? La mâchoire de Marcus se contracta. Ce qui s'est passé au domaine reste là-bas. Nous revenons à l'accord initial maintenant. Vous portez mon enfant. Je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin, mais nous maintenons une distance appropriée. Une distance? Répéta Elena. Le mot avait un goût amer. Après tout ça? Surtout après tout ça. La voix de Marcus redevint froide. La chaleur qu'elle avait entreaperçue au domaine disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Ce qui s'est passé était nécessaire à la conception. Rien de plus. Ne confondez pas l'intimité physique avec un lien émotionnel. Il la laissa debout dans l'embrasure de sa nouvelle prison, et Elena sentit quelque chose se fêler en elle. Elle avait su que c'était temporaire, su que c'était une transaction. Mais quelque part, durant ces nuits à la montagne, elle avait commencé à croire que la tendresse était réelle, commencé à penser que peut-être l'homme qui la tenait comme si elle était précieuse la voyait comme plus qu'un utérus qu'il avait loué. Cette nuit-là, elle resta seule dans l'immense lit, fixant le plafond. De l'autre côté du manoir, Marcus faisait de même. Aucun d'eux ne dormit. Mais ce qu'Elena ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'est que Marcus resta assis devant sa porte jusqu'à l'aube, la tête entre les mains, luttant contre l'envie d'aller la voir. Parce qu'il avait tout ressenti comme elle, l'avait ressenti et en était terrifié. Et la seule façon qu'il connaissait pour se protéger était de construire des murs si hauts et si épais que rien ne pourrait les pénétrer. Pas même la femme qui portait son enfant. La femme qui lui avait tout donné. La femme dont il était déjà en train de tomber amoureux, sans savoir comment s'arrêter. Chapitre 3, la fracture. Le corps d'Elena changea par petites touches indéniables. Ses seins devinrent sensibles, la nourriture avait un goût différent. Certaines choses qu'elle avait aimées lui donnaient désormais la nausée, tandis que des envies irrépressibles la frappaient à des heures indues, pour des combinaisons qui n'avaient aucun sens. Le personnel du manoir répondait à ses moindres caprices avec une efficacité silencieuse, mais leurs yeux contenaient quelque chose qui lui donnait la chair de poule. De la pitié, peut-être. Ou du jugement. Elle ne savait pas ce qui était le pire. Marcus devint un fantôme dans sa propre maison. Elle l'apercevait parfois, tôt le matin avant son départ, ou tard le soir à son retour. Ils se croisaient dans les couloirs et ses yeux glissaient vers son ventre, encore plat, cachant encore la vie qui grandissait à l'intérieur, avant qu'il n'hoche la tête et ne continue son chemin. Pas de mots. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé. La solitude la rongeait comme de l'acide. Le matin où la mère de Marcus arriva, Elena fut réveillée par des éclats de voix qui résonnaient dans le manoir. Elle enfila une robe de chambre et s'aventura dans le couloir, attirée par la voix tranchante de Victoria Reed qui claquait dans l'air comme un fouet. « Tu as amené cette femme dans notre maison. Notre maison de famille. » Victoria se tenait dans le hall d'entrée, dégoulinant de richesse et de mépris à parts égales. Son tailleur coûtait probablement plus cher que l'année entière de traitement de la grand-mère d'Elena. « As-tu perdu l'esprit, mère ?» La voix de Marcus était contrôlée, mais Elena entendit l'avertissement sous-jacent. « Cela ne te regarde pas. Tout ce qui concerne cette famille me regarde. Ton père a bâti notre nom. Tu l'as maintenu. Et maintenant, tu le jettes en l'air pour une. » Les yeux de Victoria se posèrent sur Elena en haut de l'escalier. Point une fille désespérée qui a écarté les jambes pour de l'argent. Les mots frappèrent Elena comme des coups. Elle s'agrippa à la rampe, essayant de se stabiliser. Ça suffit. Le ton de Marcus devint dangereux. Vraiment? Victoria sourit, d'un air froid et acéré. Tu pensais que je ne découvrirais pas? Tu croyais honnêtement que tu pouvais cacher cet arrangement sordide? Je sais tout, Marcus. Le contrat, le paiement. Le fait que tu as acheté un utérus comme on achète une voiture. Elena descendit les escaliers, les jambes tremblantes. Madame Reed. Ne m'adressez pas la parole. Les yeux de Victoria la détaillèrent avec un dégoût non dissimulé. Vous n'avez aucun droit de me parler. Vous n'êtes rien d'autre qu'une transaction. Un inconvénient temporaire. Mère, je ne vous avertirai pas une seconde fois. Marcus s'interposa entre elles, mais son langage corporel était raide, formel. Il ne défendait pas Elena.
Il ne qualifiait pas la cruauté de sa mère pour ce qu'elle était. Victoria éclata de rire, un rire amer et dur. « Que vas-tu faire, Marcus? Me mettre à la porte? Je suis ta mère. J'ai gagné ma place dans cette famille par le sacrifice et la loyauté. Elle n'a rien gagné, sinon un chèque pour service rendu. » Elena sentit le sang quitter son visage. Les mots de Victoria cristallisaient quelque chose qu'elle avait essayé de ne pas reconnaître. Elle n'était vraiment rien ici. Un utérus qu'ils avaient loué. Une importance temporaire avec une date d'expiration. « Je vous laisse à votre discussion familiale, » dit Elena doucement, en se tournant vers les escaliers. « Oui, filez, » lui lança Victoria. « Restez dans vos appartements, là où est votre place. C'est pour ça qu'on vous paie, après tout. Pour disparaître. » Elena atteignit sa chambre avant que les larmes ne viennent. Elle s'effondra sur le lit et sanglota dans son oreiller, essayant d'étouffer les sons. Le bébé en elle était à peine formé, juste des cellules se multipliant dans l'obscurité. Mais déjà, elle l'aimait avec une férocité qui la terrifiait. Cet enfant était à moitié le sien. Son sang, son ADN, son tout. Et ils allaient le lui prendre comme s'il n'avait jamais compté. Des heures plus tard, on frappa à sa porte. Marcus entra sans attendre la permission, le visage taillé dans la pierre. « Ma mère ne vous importunera plus, dit-il. »« Vraiment ?» La voix d'Elena était rauque à force d'avoir pleuré. Parce qu'elle semblait avoir beaucoup à dire. « Et vous ne l'avez pas vraiment fait taire. J'ai géré ça à ma façon. » Ah. Elena se leva, la colère montant à travers son chagrin. En restant là, silencieusement, pendant qu'elle me traitait d'eux. En la laissant dire clairement que je ne suis rien d'autre qu'une transaction. C'est comme ça que vous avez géré? Vous saviez ce que c'était depuis le début. La mâchoire de Marcus se contracta. Vous avez signé les papiers. Vous avez accepté chaque terme. Ne commencez pas soudainement à développer des notions romantiques sur votre place ici. Des notions romantiques? Le rire d'Elena était assez aiguisé pour couper. Je porte votre enfant. Votre bébé grandit dans mon corps, et vous me traitez comme si j'étais un meuble. Vous êtes extrêmement bien payé pour cet inconvénient. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Les indéniables. Elena sentit quelque chose mourir en elle. Sortez, dit Elena. Sortez. Elle attrapa l'objet le plus proche, un coussin décoratif, et le lui jeta. Sortez de ma chambre. Et ne revenez pas, sauf si vous êtes prêt à me voir comme un être humain au lieu d'un utérus que vous avez acheté. Marcus partit sans un mot de plus. Mais cette nuit-là, la caméra de sécurité dans la chambre d'Elena enregistra quelque chose que les gardes ne rapporteraient jamais. Marcus Reed, assis sur la chaise devant sa porte, la tête entre les mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. Dans la chambre, Elena pressa sa main contre son ventre et murmura au bébé qu'elle avait déjà peur d'aimer trop. « Je suis désolé. Je suis désolé que tu naisses là-dedans. Je suis désolé que ton père soit si brisé qu'il ne sache plus comment être humain. » Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle torture. Victoria Reed devint une présence constante au manoir. Sa cruauté prenait des formes subtiles qui ne laissaient aucune trace, des commentaires sur la prise de poids d'Elena, son apparence, son éducation, des suggestions selon lesquelles il devrait peut-être engager quelqu'un de plus approprié pour porter un enfant si important, des rappels qu'Elena était temporaire, remplaçable, finalement sans importance. Et Marcus ne disait rien. Ne faisait rien. Maintenait sa distance froide comme une glace qui ne fondait jamais. Elena endurait parce qu'elle n'avait pas le choix. L'argent était déjà dépensé pour le traitement de sa grand-mère. Le contrat ne lui offrait aucune issue. Elle était piégée dans le luxe, se noyant dans une prison de marque. Mais tard dans la nuit, elle entendait des bruits provenant de la bibliothèque sous sa chambre. Des fracas. Du verre brisé. La destruction d'un homme qui s'effondrait en privé tout en maintenant sa façade gelée en public. Elle restait au lit, écoutant, et se demandait quelle version de Marcus Reed était réelle. L'homme d'affaires froid qui la traitait comme une propriété, ou l'homme brisé qui détruisait sa bibliothèque dans l'obscurité. Une nuit, incapable de supporter les bruits de destruction, Elena descendit à pas de loup. Elle trouva Marcus entouré de verres brisés, tenant une photo d'échographie qu'elle avait laissée dans le bureau. Il était ivre, titubant légèrement, les yeux rougis et vides. « Je n'arrête pas de le voir », murmura-t-il quand il la remarqua. « Je n'arrête pas de te voir saigner sur ces draps blancs. »
Je n'arrête pas de me souvenir comment tu as pleuré, et j'ai continué à te prendre quand même. Je n'arrête pas de sentir que j'ai détruit quelque chose de sacré et que j'ai appelé ça un accord commercial. Elena resta figée dans l'embrasure de la porte. Marcus. Remontez, sa voix devint dure, désespérée. Retournez dans votre chambre, fermez la porte à clé, et oubliez que vous avez vu ça. Oubliez tout. Oubliez que je suis humain sous la glace. Je ne peux pas oublier. Elena s'approcha, faisant attention aux verres brisés. Je ne peux rien oublier. Même si je le veux. Même si s'en souvenir fait mal. Marcus la regarda vraiment pour la première fois depuis leur retour du domaine. Sa main tremblante se tendit et toucha son ventre là où le bébé grandissait. « Je vais vous perdre toutes les deux, murmura-t-il. Je vais te repousser jusqu'à ce que tu me détestes, parce que je ne sais pas comment me protéger de tenir à toi. » Tenir à moi. Le cœur d'Elena s'emballa. Tu tiens à moi. Marcus retira sa main comme si elle l'avait brûlée. Sortez. Cette conversation est terminée. Mais alors qu'Elena retournait dans sa chambre, elle sut que quelque chose avait basculé. Marcus n'était pas aussi froid qu'il le prétendait. Il était terrifié. Et un homme terrifié était infiniment plus dangereux qu'un homme froid. Parce que la peur pousse les gens à faire des choses désespérées. Elle ne savait juste pas encore à quel point Marcus deviendrait désespéré. Ne savait pas que sa peur de la perdre le conduirait à construire des cages déguisées en protection. Ne savait pas que l'amour, tordu par la peur et le contrôle, pouvait devenir sa propre forme de prison. Le bébé donna son premier coup le lendemain matin. Un battement si faible qu'Elena faillit le manquer. Elle pressa sa main contre son ventre et sentit les larmes couler sur son visage. Cet enfant naîtrait au milieu d'une guerre entre des gens qui ne savaient pas aimer sans détruire. Et Elena n'avait aucune idée de comment les protéger de la dévastation à venir. Chapitre 4, l'accouchement commença tôt, violent et soudain. Elena se réveilla à l'aube, une douleur lui donnant l'impression que son corps se déchirait en deux. Les contractions s'enchaînèrent rapidement, ne laissant pas le temps de se préparer. Elle parvint à appuyer sur le bouton d'urgence près de son lit avant de s'effondrer au sol, haletant à travers des vagues d'agonie qui lui coupaient le souffle. Marcus apparut en quelques secondes, encore en pyjama, les yeux fous de panique. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé. Elena pouvait à peine articuler. Il arrive. Trop tôt. Marcus la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien et courut. Sans attendre le personnel, sans appeler à l'aide. Juste la panique brute le conduisant vers le garage. Il l'allongea sur la banquette arrière de sa voiture et conduisit comme un fou, une main sur le volant, l'autre tendue vers l'arrière pour saisir la sienne. « Reste avec moi », ne cessait-il de répéter. « Elena, reste avec moi. Ne t'avise pas de me quitter. » L'hôpital fut un chaos. Des infirmières affluèrent. Des machines bipèrent. Des voix crièrent de la terminologie médicale. Elena ne pouvait rien assimiler à travers la douleur. On la poussa vers une salle d'opération, et Marcus tenta de suivre. « Famille seulement », dit quelqu'un. « Je suis le père. » La voix de Marcus se brisa de désespoir. « C'est mon bébé. C'est ma. » Ils le laissèrent entrer. Elena s'en souviendrait plus tard. Comment il l'avait appelé ça? Comment il l'avait regardé comme si la perdre le tuerait. Mais sur le moment, elle ne pouvait que se concentrer sur sa survie. Le bébé sortit trop petit, trop fragile, pleurant à peine. On l'emporta immédiatement, et Elena tendit vers lui des bras trop faibles pour tenir quoi que ce soit. « Mon bébé. Laissez-moi voir mon bébé. Il a besoin d'une intervention immédiate, dit un médecin. Il est trop prématuré. Nous devons le stabiliser. » Puis l'hémorragie commença. Elena la sentit, chaude et anormale, et vit la terreur fleurir sur les visages du personnel médical. Quelqu'un cria à propos d'une hémorragie. Quelqu'un d'autre aboya des ordres. Le visage de Marcus apparut au-dessus du sien, pâle comme la mort. « Si tu meurs, » murmura-t-il, « l'argent ne signifie rien. Le bébé ne signifie rien. Contente-toi de vivre. Tu m'entends? Vis. » Elena voulut répondre, voulut lui dire qu'elle essayait, mais l'obscurité l'aspira avant qu'elle ne puisse former les mots. Elle se réveilla dans la douleur et sous des lumières crues. Son corps lui semblait étranger,
vide et endolorie d'une manière qui dépassait le physique. Pendant un instant, elle ne put se souvenir où elle était ni pourquoi tout faisait si mal. Puis la mémoire revint en force. Mon bébé. Où est mon bébé? Il est vivant. Marcus apparut à côté de son lit, l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Des cernes sombres creusaient ses yeux. Ses vêtements étaient froissés, tachés de sang. Son sang. Léo. Il l'appelle Léo. Il est à l'unité néonatale. Trop petit, mais il se bat. Léo, répéta Elena, et des larmes coulèrent sur son visage. Je veux le voir. Tu ne peux pas. Pas encore. Tu as failli mourir, Elena. L'hémorragie. Ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ils ont dû pratiquer des interventions d'urgence. Ils ont dit. La voix de Marcus se brisa. Ils ont dit que tu ne pourrais jamais avoir d'autres enfants. Les dégâts étaient trop importants. Les mots ne firent pas sens immédiatement. Puis ils la frappèrent comme un coup physique. Ne jamais avoir d'autres enfants. Ce bébé, ce petit garçon prématuré qui luttait pour sa vie dans une autre pièce, serait son seul et unique enfant. Le contrat, murmura Elena. Le contrat dit que je pars après l'avoir allaité. Oublie le contrat. Marcus saisit sa main entre les siennes, et elle vit des larmes dans ses yeux. Tu restes aussi longtemps qu'il aura besoin de toi. Aussi longtemps que. Reste, c'est tout. Les jours se confondirent. Elena récupéra lentement. Son corps se ressouda par étapes douloureuses. Quand on la laissa enfin voir Léo, elle s'effondra complètement. Il était si minuscule, branché à des machines, sa petite poitrine se soulevant et retombant trop vite. Elle pressa sa main contre la couveuse en plastique et sanglota. Il est fort, dit doucement une infirmière. Il se bat vaillamment. Elena passa chaque moment possible à l'unité néonatale, parlant à Léo, lui chantant des chansons, lui insufflant la volonté de survivre. Marcus était toujours là, lui aussi, debout dans un coin, regardant. Ne touchant pas, ne parlant pas. Juste regardant, avec une intensité qui donnait la chair de poule à Elena. Quand Léo rentra enfin à la maison, le manoir se transforma. Des infirmières apparurent, des spécialistes, du matériel qui transforma l'aile près de la chambre d'Elena en un hôpital miniature. Marcus supervisait tout avec une attention maniaque aux détails, micro-gérant chaque aspect des soins de Léo. Mais il ne laissait pas Elena hors de sa vue. Je dois emmener Léo en promenade, disait-elle, et Marcus insistait pour les accompagner. Le pédiatre recommande un lait différent, mentionnait-elle, et Marcus apparaissait avec des alternatives avant qu'elle n'ait fini de parler. Quand elle essaya d'engager une infirmière de nuit pour pouvoir dormir un peu, Marcus renvoya la femme avant même qu'elle n'ait terminé son premier service. Je ne peux pas faire ça si tu es sur mon dos, explosa finalement Elena un soir, épuisée et dépassée. Tu m'étouffes. Tu contrôles chaque décision. C'est mon bébé aussi. Notre bébé, corrigea Marcus, la voix tendue. Notre bébé qui a failli te tuer. Notre bébé qui est encore fragile. Je le protège. Tu m'emprisonnes. Elena serra Léo plus fort contre elle, le bébé se tortillant contre sa poitrine. Je ne peux pas respirer dans cette maison, Marcus. Je ne peux pas faire un seul choix sans que tu ne l'annules. Ce n'est pas de la protection. C'est du contrôle. Selon notre contrat, tu es censé partir. L'expression de Marcus se durcit. Après l'avoir allaité. C'était l'accord. Mais je t'offre plus. Une place dans sa vie. Plus d'argent. Tout ce dont tu as besoin. Reste, c'est tout. J'allais rester de toute façon, dit Elena doucement. Dès l'instant où je l'ai senti bouger en moi, j'ai su que je ne pourrais pas partir. Je n'ai pas besoin de ton argent pour rester. J'ai besoin que tu me fasses confiance avec mon propre enfant. Il n'est pas seulement ton enfant. La voix de Marcus devint dangereuse. Il est à moi. Et tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. N'oublie pas qui détient le pouvoir ici. Les mots frappèrent comme du poison. Elena regarda cet homme qui l'avait tenu pendant qu'elle se vidait de son sang, qui l'avait supplié de vivre, qui lui avait montré des lueurs d'humanité. Tu es en train de détruire le peu qu'il restait entre nous. Il n'y a jamais rien eu entre nous, dit froidement Marcus. Tu as porté mon enfant. C'est toute l'étendue de notre relation. Mais cette nuit-là,
Elena se réveilla et trouva Marcus debout près du berceau de Léo, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé, murmura-t-il à leur fils endormi. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment aimer sans détruire. Je ne sais pas comment la laisser partir, ni comment la garder. Je suis désolé que tu m'aies eu comme père. Tu mérites mieux. » Elena fit semblant de dormir, mais son cœur se brisa en l'entendant. Marcus était piégé dans sa propre prison, faite de peur, de contrôle et d'incapacité à faire confiance. Et elle était piégée avec lui, liée par l'amour pour leur enfant et la connexion brisée et douloureuse entre eux. À l'approche de l'anniversaire de Léo, Elena organisa une petite fête. Juste 3. Gâteaux et ballons. De la joie simple. Elle voulait que Léo ait des souvenirs heureux, même si tout le reste était compliqué. La veille de la fête, elle alla rendre visite à sa grand-mère, qui avait été transférée dans un magnifique établissement où elle s'épanouissait. Elena amena Léo, le montra fièrement, sentit les larmes de joie de sa grand-mère. « Tu as bien fait, ma chérie, » murmura sa grand-mère. « Ce petit est aimé. C'est ça qui compte. » Mais quand Elena retourna au manoir, Marcus l'attendait avec une expression qui lui noua l'estomac. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Il la conduisit dans son bureau et ferma la porte. « Je dois t'avouer quelque chose. Le traitement de ta grand-mère est terminé depuis un certain temps. Elle est en bonne santé et stable. L'établissement m'a rapporté qu'elle avait toujours besoin de toi à proximité, toujours besoin de ta présence pour son rétablissement. » Il mentait. Elena sentit la pièce tanguer. « Quoi ? Je l'ai payé pour mentir. » Le visage de Marcus était de pierre. « Pour te faire croire que tu devais rester à proximité. Pour te donner une autre raison de ne pas partir. Tu... » Elena ne pouvait pas former de mots à travers la rage qui l'inondait. « Tu m'as manipulé. Tu as menti. Tu m'as piégé ici avec une fausse nécessité. » Oui. Marcus ne sia pas, « J'ai fait tout ça. Parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que tu partes. » Elena regarda cet homme qui l'avait acheté, contrôlé, manipulé à chaque instant. « Je te déteste, » murmura-t-elle. « Je te déteste tellement que je ne peux plus respirer. Je sais. » La voix de Marcus était creuse. « Mais tu es toujours là. Et c'est tout ce qui compte. » Elena quitta le bureau et alla dans la chambre de Léo, où leur fils dormait paisiblement. Elle regarda cet enfant qu'elle avait créé avec un homme auquel elle ne pouvait échapper, et sentit le poids de sa prison s'abattre sur ses épaules. Elle était piégée. Complètement et totalement piégée. Parce que partir signifiait abandonner Léo à l'amour brisé de Marcus, et rester signifiait se détruire morceau par morceau. Il n'y avait pas de bon choix. Il n'y avait que la survie. Et demain, c'était l'anniversaire de Léo. Elle sourirait, chanterait et ferait semblant que tout allait bien. Parce que c'est ce que font les mères. Elles se sacrifient. Elles endurent. Elles aiment, même quand l'amour ressemble à une noyade. Chapitre 5, le point de rupture. Elena découvrit la vérité dans un dossier laissé négligemment sur le bureau de Marcus. Elle n'avait pas fouiné. Léo avait rampé jusque dans le bureau et elle l'avait suivi pour le récupérer. Le dossier était ouvert, des rapports médicaux bien visibles. Le nom de sa grand-mère en haut. La date de sa guérison complète. La preuve de la tromperie de Marcus, étalée en noir et blanc clinique. Mais sous ces documents se trouvait quelque chose de pire. Des papiers juridiques. Des arrangements de garde rédigés par des avocats hors de prix. Chaque éventualité couverte, chaque faille comblée. Les documents brossaient un tableau clair, Elena n'avait absolument aucun droit légal sur Léo. Le contrat qu'elle avait signé était blindé. Aux yeux de la loi, elle était une mère porteuse qu'on avait généreusement autorisée à rester au-delà de ses obligations. Elle pouvait partir n'importe quand. Mais Léo resterait avec Marcus. Elena rassembla les documents, les mains tremblantes, et attendit dans le bureau. Quand Marcus revint d'où il était, elle lui jeta le dossier à la poitrine. « Explique ça. » Sa voix était d'un calme mortel. « Explique chaque mot de ceci. » Marcus jeta un coup d'œil aux papiers éparpillés et eut la décence de paraître pris sur le fait, mais son expression se durcit rapidement pour reprendre le masque de l'homme d'affaires qu'elle en était venue à mépriser. « Tu n'étais pas censé voir ça. Mais je l'ai vu. Tout. Les mensonges sur ma grand-mère. Les documents légaux prouvant que je n'ai aucun droit sur mon propre enfant. Les arrangements de garde.
Tu as construit une cage si parfaite que je ne peux même pas voir les barreaux. Les mains d'Elena se serrèrent en poing. Quand comptais-tu me le dire? Ou allais-tu simplement continuer à mentir pour toujours? Je suis tombé amoureux de toi. Les mots de Marcus sortirent durs, défensifs. La première nuit où je t'ai touché. Quand tu as saigné et pleuré, et que tu m'as quand même regardé comme si j'étais humain. Je suis tombé si complètement amoureux. Ça m'a terrifié. Tout ce qui s'est passé depuis, c'était moi essayant de te garder sans admettre que j'ai plus besoin de toi, que tu n'as besoin de cet argent. Tu n'as pas le droit d'appeler ça de l'amour. La voix d'Elena monta jusqu'à devenir un cri. L'amour ne manipule pas. L'amour n'emprisonne pas. L'amour ne construit pas des cages en appelant ça de la protection. Tu m'as pris mon choix, Marcus. Tu m'as pris ma liberté. Tu as tout pris, tu l'as emballé dans de jolies paroles et tu m'as dit que c'était pour mon bien. Je t'ai tout donné. Répliqua Marcus, sa propre voix montant. La vie de ta grand-mère. Cette maison. La sécurité, le confort. Léo, qui grandit avec ses 2 parents. Que veux-tu de plus? Je veux de l'autonomie. Je veux du respect. Je veux être vu comme un être humain au lieu d'une possession. Elena attrapa Léo, qui s'était mis à pleurer à cause des éclats de voix. Je veux partir avec mon fils et construire une vie qui ne soit pas empoisonnée par ton contrôle. Léo reste ici. La voix de Marcus devint froide et définitive. Chaque document que tu as signé le garantit. Tu peux partir aujourd'hui, maintenant, et je ne t'arrêterai pas. Mais Léo reste dans cette maison. Sous ma garde. Sous mes soins. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Elena regarda son fils, son petit visage plissé de confusion et de larmes, et sentit son monde s'effondrer. Tu ferais vraiment ça? Tu me le prendrais vraiment? Je mourrais avant de te laisser me le prendre. Le visage de Marcus était de granit. Il est tout ce que j'ai. La seule bonne chose que j'ai jamais créée. Tu peux me détester, me mépriser, me souhaiter la mort, mais tu ne prendras pas mon fils. C'est mon fils aussi. La voix d'Elena se brisa. Je l'ai porté. J'ai failli mourir en le mettant au monde. Mon corps ne sera plus jamais le même. Et tu me dis que je n'ai aucun droit? La loi est claire. Tu as renoncé à tes droits. Tu as accepté d'être une mère porteuse. Le fait qu'on t'ait autorisé à rester, à agir comme sa mère, à faire partie de sa vie. C'est ma générosité, pas ton droit. Marcus s'avança vers elle, et elle recula. Je ne dis pas ça pour vous blesser. Je le dis pour que vous compreniez la réalité. Légalement, vous n'avez aucun recours. Elena sentit quelque chose en elle se briser net. Pas une fissure, pas une fracture, volée en éclats, en morceaux trop petits pour être jamais rassemblés. Alors je suis piégé. Piégé à jamais. Parce que je ne peux pas quitter Léo, et je ne peux pas rester avec vous sans me détruire. Alors peut-être devez-vous décider ce qui compte le plus pour vous. Les mots de Marcus étaient cruels et précis. Votre liberté, ou votre fils? Elena le regarda, le dévisagea vraiment, et vit un homme si brisé par la perte et la peur qu'il était devenu la chose même qu'il prétendait craindre. Un monstre portant le masque de l'amour. Vous ne gagnerez pas, murmura-t-elle. Même si vous nous retenez ici, même si vous nous piégez à jamais, vous n'aurez jamais ce que vous voulez vraiment. Vous n'aurez jamais mon amour. Vous n'aurez jamais de vraie famille. Vous aurez des prisonniers qui vous haïssent. Alors je m'en contenterai. La mâchoire de Marcus se contracta. Parce que vous avoir ici, me détestant, vaut mieux que de vous perdre complètement. Elena quitta le bureau, Léo serré contre sa poitrine. Elle alla dans sa chambre, ferma la porte à clé et prit une décision. Si elle ne pouvait pas partir physiquement, elle partirait émotionnellement. Elle amputerait Marcus de son cœur comme on extirpe un cancer. Elle resterait pour Léo, lui donnant tout l'amour qu'elle possédait, mais Marcus n'aurait rien. Ni ses mots, ni ses sourires, ni sa présence, sauf en cas d'absolue nécessité. Il voulait la piéger, soit. Mais il ne piégerait qu'un fantôme. Cette nuit-là, Elena s'installa dans la chambre de Léo. Elle posa un matelas au sol, s'entoura des affaires de son fils et refusa de retourner dans sa propre chambre. Quand Marcus frappa, elle ne répondit pas. Quand il appela à travers la porte, elle resta silencieuse. Le lendemain matin,
elle ne sortit que pour s'occuper de Léo. Elle se déplaçait dans le manoir comme une ombre, ne parlant qu'en cas de nécessité, n'échangeant de regard avec personne. Au repas, elle donnait à manger à Léo et partait avant que Marcus ne puisse les rejoindre. Pendant la journée, elle maintenait le rythme de Léo, jouant, lisant et chantant avec une gaieté forcée, tandis que son cœur se changeait en pierre. Marcus tenta tout. Des excuses qu'elle ignora. Des cadeaux qu'elle laissa fermer. Des tentatives de conversation auxquelles elle répondit par le silence. Il se tenait sur le seuil des portes, la regardant de ses yeux désespérés, et elle regardait à travers lui comme s'il était de verre. « Parle-moi, supplia-il. Hurle-moi dessus. Déteste-moi à voix haute. Mais arrête ce silence. » Mais Helena avait appris que le silence était une arme. Les mots lui donnaient matière à travailler, quelque chose à manipuler. Le silence le laissait impuissant, brassant de l'air. Le temps passa. Le manoir devint un mausolée, où 3 personnes existaient sans vraiment vivre. Léo s'épanouissait malgré la tension, grandissant, riant et apprenant. Mais quand Marcus essayait de jouer avec lui, Léo pleurait et tendait les bras vers Helena. Le bébé sentait la fracture entre ses parents et choisissait celui qui lui semblait sûr. Le visage de Marcus se creusa, ses vêtements devinrent plus amples. La nuit, Helena l'entendait faire les 100 pas dans les couloirs, s'arrêtant devant la porte de la chambre d'enfant, mais n'entrant jamais. Un soir, elle le trouva effondré dans la bibliothèque, entouré de bouteilles et de verres brisés. Il était ivre, incapable de parler distinctement, des larmes coulant sur son visage, ressemblant à l'homme brisé qu'elle avait entrevu une fois dans ce domaine de montagne, avant que tout ne tourne mal. « J'ai tout détruit », articula-t-il péniblement. « Tout ce que je touche devient cendre. Ma femme est morte. Ma mère est devenue une étrangère. Et toi? Mon Dieu, tu étais la seule bonne chose que je ne méritais pas. Et je t'ai écrasé en essayant de te retenir trop fort. » Helena se tenait sur le seuil, tenant Léo, regardant cet homme s'effondrer. Une partie d'elle voulait le réconforter, une autre voulait remuer le couteau dans la plaie, mais elle se sentait surtout vide, vidée, morte à l'intérieur, à l'exception de l'amour qu'elle réservait uniquement à son fils. « C'est vous qui vous êtes fait ça, » dit-elle calmement. « Chaque choix, chaque manipulation, chaque mensonge. Vous avez construit cette cage pour nous deux, et maintenant vous y êtes piégés aussi. » Marcus leva vers elle des yeux rougis. « Je sais. Mon Dieu, je sais. Et je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment te donner la liberté sans te perdre. Je ne sais pas comment être autre chose que ce salaud brisé et contrôlant. Alors peut-être que tu dois apprendre, » Helena rajusta Léo sur sa hanche. « Peut-être que tu dois découvrir qui tu es quand tu ne construis pas de cage. » Elle le laissa là, au milieu des décombres de sa propre autodestruction, mais quelque chose avait changé. Marcus avait admis sa propre faillite à voix haute, et l'aveu était le premier pas vers le changement. Helena ne savait pas si le changement était possible, ne savait pas si elle pourrait un jour pardonner ou oublier, mais pour la première fois depuis la découverte de sa trahison, elle ressentit autre chose que la rage et le désespoir. Elle sentit la plus infime, la plus fragile possibilité d'espoir. Et cela la terrifiait plus que tout le reste. Chapitre 6, la guerre froide. Helena perfectionna l'art d'exister dans l'espace de Marcus sans accuser réception de sa présence. Elle se déplaçait dans les pièces comme de l'eau, s'écoulant autour de lui, sans jamais le toucher, sans jamais engager le contact. Quand il entrait, elle sortait. Quand il parlait, elle fredonnait pour Léo. Quand il essayait de l'aider avec leur fils, elle l'interceptait avec une efficacité rodée, créant un mur invisible qu'il ne pouvait pénétrer. La mère de Marcus, Victoria, sentit la faiblesse et frappa. Les documents juridiques arrivèrent un matin où la pluie de printemps martelait les fenêtres. Helena les trouva glissés sous la porte de la chambre d'enfant. Officiel et menaçant. Victoria demandait la garde de Léo, prétendant qu'Helena était mentalement instable et une mère inapte. Les documents citaient son isolement, son refus de communiquer avec Marcus, son comportement préoccupant de dormir dans la chambre d'enfant au lieu de sa propre chambre. La main d'Helena trembla en lisant. Il y avait des témoignages d'employés que Victoria avait manifestement payés, des évaluations psychiatriques qu'elle n'avait jamais subies, le portrait d'une femme au bord de la dépression, dangereuse pour son propre enfant. Elle trouva Marcus dans son bureau, l'air hagard et épuisé. Elle jeta les papiers sur son bureau sans un mot. Marcus les lut, et quelque chose de sombre traversa son visage. Elle n'y arrivera pas, vraiment? La voix d'Helena était blanche.
Elle a des preuves, des témoignages du personnel. J'ai agi bizarrement, Marcus. Nous le savons tous les deux. Vous avez agi comme une femme piégée dans une situation impossible. Marcus se leva, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit de la fureur dans son expression, une fureur dirigée contre quelqu'un d'autre que lui-même. Ma mère a franchi une ligne qu'elle ne peut pas franchir impunément. Que allez-vous faire? Détruire son dossier et l'exclure de nos vies de façon permanente. Marcus prit son téléphone. Elle vous touche, ou touche Léo, et elle est morte pour moi. Elena le regarda passer des appels, sa voix froide et précise, démantelant l'attaque de sa mère pièce par pièce. En quelques heures, les avocats de Victoria retiraient la requête. Le soir même, Marcus l'avait retirée de tous les trusts familiaux, de chaque conseil d'administration, de tout lien avec l'Empire Reed. Quand Victoria arriva au manoir, hurlant et menaçant, Marcus l'accueillit à la porte. « Vous n'êtes plus la bienvenue ici, dit-il simplement. Vous avez tenté de prendre mon fils à sa mère. C'est impardonnable. J'essayais de le protéger de cette femme. » Le visage de Victoria était tordu de rage. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas des nôtres. Elle est la mère de Léo, et elle est plus ma famille que vous ne l'avez jamais été. La voix de Marcus était glaciale. Vous avez 1 heure pour retirer vos effets personnels de la maison d'amis. Après cela, la sécurité vous escortera hors de la propriété. Si vous tentez de me contacter, ou de contacter Elena ou Léo, je demanderai une ordonnance restrictive. La bouche de Victoria s'ouvrit et se ferma, l'incrédulité et la fureur se livrant bataille sur son visage. Je suis ta mère. Vous avez cessé d'être ma mère à l'instant où vous avez menacé ma famille. Marcus lui ferma la porte au nez. Elena avait observé toute la scène depuis les escaliers. Quand Marcus se retourna et la vit, quelque chose passa entre eux. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais une reconnaissance. Il l'avait enfin protégée. Il l'avait enfin choisie, elle, plutôt que la cruauté de sa mère. Merci, dit doucement Elena. Ce n'est pas assez. La voix de Marcus était rauque. Ce n'est pas assez pour compenser le mal qu'elle vous a fait, mais c'est un début. Elena hocha la tête et se retira dans la chambre d'enfant. Mais cette nuit-là, quand elle entendit les pas de Marcus s'arrêter devant la porte, elle ne la verrouilla pas. Elle ne l'invita pas à entrer, mais elle ne le rejeta pas complètement non plus. Un progrès. Infime et fragile. Mais un progrès. Les semaines qui suivirent le bannissement de Victoria apportèrent des changements subtils. Marcus cessa d'essayer de forcer les interactions et se concentra plutôt sur Léo. Il laissait des cadeaux pour leur fils avec des mots attachés, pour Léo, de la part de papa, ne faisant jamais pression sur Elena, ne dépassant jamais les bornes. Juste en étant constamment présent. Il commença une thérapie. Elena le savait car elle le voyait lors de sessions virtuelles à travers la porte de son bureau, qu'il avait commencé à laisser ouverte. Elle l'entendait parler de ses problèmes de contrôle, de sa peur de l'abandon, de la façon dont la mort de sa femme avait brisé quelque chose de fondamental en lui. Je ne sais pas comment aimer sans essayer de posséder, l'entendit-elle dire une fois. Je ne connais pas la différence entre la protection et l'emprisonnement. Alors apprenez, répondit son thérapeute. L'amour exige de lâcher prise, même quand lâcher prise vous terrifie. Elena se surprenait à écouter plus qu'elle ne voulait l'admettre, se surprenait à s'adoucir d'une manière qui lui semblait dangereuse. Un après-midi, Léo fit ses premiers vrais pas. Pas seulement le titubement d'un bambin, mais une vraie marche. Il jouait près d'Elena quand il s'était soudainement levé et avait marché vers la fenêtre où Marcus se tenait dehors, rentrant de quelque part. Marcus. Appela Elena avant de pouvoir se retenir. Marcus, viens vite. Marcus fit irruption par la porte. Léo se retourna, vit son père et marcha vers lui les bras tendus. Marcus tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage alors que Léo l'atteignait. C'est mon garçon, murmura Marcus en serrant Léo dans ses bras. C'est mon merveilleux garçon. Elena les regardait, père et fils, et sentit quelque chose craquer dans son armure si soigneusement entretenue. Léo avait besoin de son père. Il avait besoin de l'amour de Marcus, aussi défaillant et brisé soit-il, et elle les maintenait séparés par son silence. Ce soir-là, après que Léo fut endormi, Elena frappa à la porte du bureau de Marcus. Il leva les yeux, la surprise et l'espoir se livrant bataille sur son visage. « On peut parler ?» demanda-t-elle. Marcus se leva immédiatement. « Oui. Toujours. »
dis-moi tout. Ils s'assirent dans la bibliothèque, théâtre de tant de destruction et de confrontation. Elena choisit ses mots avec soin. Je ne peux pas encore te pardonner. Peut-être pas avant des années. Peut-être jamais complètement. Mais je ne peux pas non plus priver Léo de son père. Ce n'est pas juste pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous devons trouver un nouvel arrangement. Quelque chose qui fonctionne pour nous trois. Pas la cage que tu as construite, ni le silence que j'ai maintenu. Quelque chose de différent. Elena regarda ses mains. Tu dois quitter la maison principale. Donne-moi de l'espace. Donne-moi de l'autonomie. Prouve-moi que tu peux lâcher prise sans essayer de contrôler. Le visage de Marcus pâlit. Quitter la maison. Pas loin. La maison d'amis est vide maintenant. Tu pourras toujours voir Léo tous les jours. Mais j'ai besoin de distance. J'ai besoin de respirer. Elena plongea son regard dans le sien. Ce n'est pas négociable. Soit tu m'accordes cet espace, soit je trouverai des avocats qui pourront me libérer de ce contrat. Tu partirais vraiment? La voix de Marcus était blanche. Prendre Léo et partir. Je me battrai de toutes mes forces. Je perdrai, probablement. Mais je me battrai. Elena se leva. Ou bien, tu pourrais choisir de me laisser rester. En me donnant la liberté de choisir de rester. À toi de jouer, Marcus. Elle le laissa là, ne sachant pas ce qu'il déciderait. Une partie d'elle s'attendait à ce qu'il refuse, qu'il redouble de contrôle, qu'il prouve que les gens comme lui ne changeaient jamais vraiment. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des bruits de mouvement. Elle alla à la fenêtre et vit Marcus dirigeant des déménageurs, ses affaires étant transférées vers la maison d'amis de l'autre côté de la propriété. Il le faisait. Il le faisait vraiment. Quand il eut fini, il vint à la chambre d'enfant où Elena donnait le petit déjeuner à Léo. J'ai déménagé. La maison d'amis est à moi. Tu as la maison principale. Intimité totale. Je n'entrerai seulement si tu m'y invites. Je verrai Léo quand tu le permettras. Est-ce acceptable? Elena sonda son visage, cherchant la manipulation, l'angle, le piège qu'elle était certaine de devoir y trouver. Mais elle ne vit que de l'épuisement et un espoir désespéré. C'est acceptable. D'accord. Puis Marcus regarda Léo, qui buvait son biberon, complètement inconscient du changement capital qui se produisait. Je peux lui dire au revoir? Oui. Elena le lui tendit et regarda le père et le fils s'étreindre. Marcus murmura quelque chose à l'oreille de Léo, lui embrassa le front et le lui rendit. Je te prouverai que j'ai changé, dit Marcus sur le seuil. Chaque jour, je le prouverai. Puis il partit. Il partit vraiment. Lui donnant de l'espace sans condition ni contrôle. Elena resta debout au centre du manoir qui semblait soudain immense et vide. Elle avait gagné. Elle avait exigé la liberté et l'avait reçue. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Parce qu'une partie d'elle avait voulu qu'il se batte davantage. Une partie d'elle avait voulu qu'il choisisse la possession plutôt que le lâcher-prise. Une partie d'elle était terrifiée que maintenant qu'il lui avait donné sa liberté, il l'abandonne aussi complètement. Elle baissa les yeux vers Léo, qui tendait la main vers la fenêtre où la silhouette de Marcus disparaissait dans la maison d'amis. Papa, dit clairement Léo. Oui, murmura Elena. Papa. Et il apprend à nous aimer de la bonne manière. Nous devons juste décider si nous sommes assez courageuses pour le laisser faire. Chapitre 7, le dénouement. Marcus tint parole avec une précision douloureuse. Il arrivait à la maison principale chaque matin, frappait à la porte et attendait qu'Elena l'invite à entrer. Certains matins, elle le faisait. D'autres, non. Les jours où elle lui refusait l'entrée, il restait assis sur les marches du perron pendant 1 heure, juste pour être proche de l'endroit où se trouvait Léo, avant de partir pour là où il passait ses journées. Elena observait ce rituel à travers les fenêtres, essayant d'endurcir son cœur. Mais voir Marcus assis sur la pierre froide, les épaules voûtées, attendant des miettes de temps avec son fils, cela la brisait un peu chaque jour. Il ne se plaignait jamais, n'exigeait jamais, ne retombait jamais dans ses anciennes habitudes de contrôle. Quand elle lui accordait du temps avec Léo, il était présent et doux. Quand son heure était écoulée, il partait sans protester. Même quand Léo pleurait pour qu'il reste. Vous le torturez, lui dit doucement une employée un matin, une femme nommée Ruth, qui avait été bienveillante avec Elena depuis le début.
Je ne dis pas que vous n'en avez pas le droit. Dieu sait que cet homme a mérité chaque once de votre colère. Mais le voir s'anéantir, en essayant de prouver qu'il a changé. C'est dur à voir. Il m'a anéanti le premier, répliqua Helena, mais sa voix manquait de conviction. C'est vrai. Et maintenant, vous êtes brisés tous les deux. Et ce bébé, là-dedans, mérite des parents qui ont guéri. Ruth toucha doucement l'épaule d'Helena. Parfois, la miséricorde est aussi puissante que la justice. Helena garda ces mots en elle les jours suivants. Elle commença à autoriser des visites plus longues à Marcus, à le laisser donner le petit déjeuner à Léo. Elle commença à regarder le père et le fils ensemble, et à voir non pas l'homme qui l'avait piégé, mais l'homme qui apprenait douloureusement et imparfaitement à aimer sans chaîne. Puis l'appel arriva. Marcus avait voyagé à l'étranger pour quelque chose qu'il avait vaguement mentionné. Régler des détails, avait-il dit. Helena n'y avait pas prêté attention. Mais la voix au téléphone était vive et professionnelle. Mademoiselle Carter, il y a eu un accident. Monsieur Reed a eu une collision. Vous êtes listé comme son contact d'urgence. Le monde bascula. C'est grave? Critique. Il est en chirurgie actuellement. Le pronostic est incertain. Pouvez-vous venir? Helena regarda Léo, qui jouait avec des cubes sur le sol. Inconscient du fait que son père était peut-être en train de mourir à l'autre bout du monde. Malgré tout la douleur, la trahison, les mois de guerre froide, Helena sentit la terreur lui serrer la gorge. J'arrive, dit-elle. Je prends notre fils, et j'arrive. Le vol fut interminable. Léo dormait contre sa poitrine, tandis qu'Helena regardait les nuages et essayait de ne pas imaginer Marcus mourant seul, essayait de ne pas penser à toutes les choses non dites, à tout le pardon refusé, à toutes les chances qu'elle lui avait refusées alors qu'il était encore en vie pour les recevoir. L'hôpital était stérile et étranger. Un médecin aux yeux bienveillants la rencontra dans la salle d'attente. Monsieur Reed est stable, mais dans un état critique. Les blessures sont étendues. Il est conscient maintenant. Mais il vous réclame. Il délire à cause des antalgiques, dit des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Je peux le voir? On la conduisit dans une chambre où Marcus gisait, brisé et bandé. Des machines bipaient autour de lui. Ses yeux étaient fermés, son visage pâle sous les ecchymoses et les coupures. Helena s'approcha du lit avec Léo dans les bras, et les yeux de Marcus s'ouvrirent en papillotant. Elle, murmura-t-il, utilisant un surnom qu'il n'avait jamais utilisé. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Idiot. La voix d'Helena se brisa. Qu'est-ce que tu faisais pour te faire presque tuer? Je fermais des comptes. Je transférais tout. Pour m'assurer que vous seriez protégés tous les deux si. Le souffle de Marcus se coupa à cause de la douleur. Si quelque chose m'arrivait. Je voulais m'assurer que tu n'aurais plus jamais besoin de personne. Que tu ne serais plus jamais piégé. Les larmes coulaient sur le visage d'Helena. Tu ne vas pas mourir. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit de mourir avant que j'aie décidé si je te pardonne. Je ne contrôle pas ça. Marcus essaya de sourire et grimaça. Enfin. Quelque chose que je ne peux pas contrôler. C'est ironique, non? Marcus. Laisse-moi parler. Tant que je le peux. La main de Marcus bougea faiblement vers elle, et elle la prit. Ma femme est morte et ça m'a brisé. Ça m'a rendu effrayé d'aimer quoi que ce soit, parce que la perte faisait trop mal. Puis toi. Mon Dieu, Helena, tu m'as fait me sentir à nouveau humain. Tu m'as donné envie de choses. Et j'ai eu si peur de perdre ce sentiment que j'ai essayé de t'enchaîner à moi. J'ai essayé de rendre ta cage si jolie que tu ne remarquerais pas les barreaux. Je les ai remarqués, murmura Helena. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. La manipulation, les mensonges, le contrôle. Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. Tu étais la seule bonne chose que je ne méritais pas, et je t'ai écrasé en essayant de te retenir trop fort. Si je meurs aujourd'hui, j'ai besoin que tu saches que tu as toujours été libre. Dans ma tête, dans mon cœur, tu as toujours été libre. Je ne savais juste pas comment faire en sorte que mes mains rattrapent ce que mon cœur savait. La machine commença à biper de manière erratique. Le personnel médical se précipita, repoussant Helena. Il est en arrêt. Nous devons l'emmener en chirurgie, maintenant. Ils emmenèrent Marcus.
Elena resta dans la chambre vide, tenant Léo, regardant l'amour de sa vie, qu'elle était censée détester, disparaître derrière des portes battantes. Léo tendit la main vers l'endroit où Marcus avait été et fit un bruit interrogateur. Dada est malade, lui dit Elena, la voix brisée, mais il va se battre. Il va nous revenir. Il le faut. La salle d'attente devint le monde d'Elena. Les heures s'étirèrent en jours. Elle avait essayé de haïr Marcus pendant si longtemps, essayé de l'amputer de son cœur comme on coupe une maladie. Mais le voir planer entre la vie et la mort lui fit réaliser la vérité qu'elle niait. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle avait juste enfoui cet amour sous des couches de douleur, de trahison et de juste colère. Maintenant, face à la possibilité de le perdre à jamais, toutes ces couches se consumèrent. Elle l'aimait. L'aimait toujours. L'aimerait peut-être toujours, malgré tout. Quand Marcus se réveilla enfin de la chirurgie, stable mais faisant face à une longue convalescence, Elena était là. Elle était là depuis des semaines, refusant de partir, laissant Léo dormir dans un lit d'appoint pendant qu'elle veillait. Les yeux de Marcus trouvèrent immédiatement les siens. « Tu es resté ? Tu pensais que je partirais ?» Elena s'approcha, Léo s'agitant dans ses bras. « Tu pensais vraiment que j'abandonnerais alors que tu te battais pour ta vie ? J'espérais. Je n'osais pas y croire. » La voix de Marcus était faible mais claire. « Elena, je ne mérite pas, non, tu ne le mérites pas, » l'interrompit-elle. « Tu ne mérites ni ma présence, ni ma veille, ni mon inquiétude. Mais je ne suis pas là parce que tu le mérites. Je suis là parce que... » Elle s'arrêta, incapable de finir. « Je suis là parce que Léo a besoin de son père, » dit doucement Elena, la vérité partielle semblant plus sûre que la vérité entière. Mais Marcus entendit ce qu'elle ne disait pas. Il le vit sur son visage, dans ses larmes, dans la façon dont elle était restée des semaines alors qu'elle aurait pu partir. « Merci, » murmura-t-il, « d'être ici. De laisser Léo me voir. De ne pas avoir complètement abandonné. Ne me remercie pas encore. » Elena s'assit dans le fauteuil à côté de son lit. « Tu as une longue convalescence devant toi, et je ne promets ni pardon, ni réconciliation, ni rien au-delà de cet instant. Mais je ne te laisserai pas seul ici. Pas maintenant. » La main de Marcus bougea faiblement sur les draps et Elena la prit. Ils restèrent assis en silence, connectés par ce simple contact, tandis que Léo dormait entre eux. Dehors, la ville bougeait à son propre rythme, indifférente aux petits miracles qui se produisaient dans cette chambre d'hôpital. Deux personnes brisées choisissant de s'asseoir ensemble dans leur malheur, au lieu d'être séparées. Ce n'était pas la guérison, pas encore. Mais c'était la première inspiration avant un cri, la première lueur avant l'aube. C'était la possibilité que, peut-être, s'ils étaient tous deux assez courageux, assez patients et assez honnêtes, ils puissent trouver leur chemin vers quelque chose de réel. Quelque chose qui n'était pas construit sur des contrats et du contrôle, mais sur le choix. Et pour la première fois depuis longtemps, Elena sentit autre chose que la colère ou le désespoir. Elle sentit la terrifiante, fragile et dangereuse braise de l'espoir. Chapitre 8, la convalescence. L'arrivée en fauteuil roulant au manoir ressemblait à une procession funéraire. Marcus était voûté dans le fauteuil, son corps une architecture brisée de plâtre et de bandages, semblant plus petit qu'Elena ne l'avait jamais vu. L'homme qui avait commandé chaque pièce par sa présence ne pouvait désormais plus se tenir debout sans assistance. L'homme qui avait bâti un empire par sa seule volonté ne pouvait se nourrir sans que ses mains ne tremblent. Elena était restée pendant le pire de sa convalescence à l'étranger, mais revenir ici, à l'endroit où leur guerre avait fait rage, c'était comme rentrer dans un champ de mines. Elle avait aménagé la maison principale pour son handicap, des rampes installées, des meubles reconfigurés, un lit médicalisé dans ce qui avait été le bureau. La maison d'amis était trop difficile à naviguer dans son état. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Marcus alors qu'elle aidait les infirmières à l'installer. Sa voix était encore faible, mêlée d'antidouleur. « Tu pourrais partir maintenant. Je comprendrais. Et qui s'occuperait de toi ?» Elena ajusta les oreillers derrière lui avec une efficacité vive. « Tu viens d'être opéré de la colonne vertébrale. Tu ne peux même pas t'asseoir seul. Tu es coincé avec moi. » « Quelle chance j'ai, » dit doucement Marcus, et quelque chose dans son ton fit s'arrêter la main d'Elena. Les premières semaines furent cliniques. Elena traitait Marcus comme un patient, rien de plus. Elle l'aidait avec les exercices de physiothérapie, administrait les médicaments à l'heure, vérifiait ses signes vitaux avec un professionnalisme détaché.
Elle gardait Léo à l'écart pendant les pires moments, quand Marcus criait lors de mouvements douloureux, quand la frustration lui faisait jeter faiblement des objets, quand la dépression peignait son visage d'un gris cendré. Mais Léo, marchant et mobile comme l'éclair, ne pouvait être complètement contenu. Il entrait dans la chambre de Marcus et grimpait sur le lit médicalisé, tapotant le visage de son père de ses mains collantes et babillant dans son langage privé. « Dada mal ?» demandait Léo. « Dada va mieux », disait Marcus, souriant à travers une douleur évidente. « Pour toi, mon grand. Je vais mieux pour toi. » Elena observait ces moments depuis le seuil. Son armure se fissurait. Marcus apprenait une patience qu'elle n'avait jamais vue en lui, apprenait à accepter l'aide sans contrôler la façon dont elle était donnée, apprenait à être vulnérable sans essayer de manipuler sa vulnérabilité en une arme. Un matin, elle le trouva en train d'essayer de peindre. Il avait demandé du matériel d'art, et elle le lui avait fourni avec scepticisme. Maintenant, il était assis devant un chevalet, ses mains affaiblies agrippant un pinceau, essayant de créer quelque chose à partir du chaos de sa convalescence. La peinture était grossière, d'une exécution enfantine, mais le sujet était reconnaissable entre mille. Léo. Marcus peignait leur fils de mémoire, chaque coup de pinceau un acte d'amour et de détermination, malgré les limites de son corps. « C'est affreux », dit Marcus quand il la remarqua. « Mes mains ne font plus ce que mon cerveau leur dit. »« C'est magnifique », dit Elena honnêtement. « Léo le chérira quand il sera plus grand. »« Si je suis encore là quand il sera plus grand, » répondit Marcus, ne cherchant pas la pitié, mais énonçant une peur. Les médecins ont dit qu'une guérison complète était possible. Ils ont aussi dit que possible ne veut pas dire certain. Elena entra dans la pièce et s'assit dans le fauteuil à côté de son chevalet. Tu vas guérir. Tu es trop têtu pour faire autre chose. Le suis-je? Marcus posa le pinceau et tourna son fauteuil roulant pour lui faire face. Parce qu'en étant allongé dans ce lit d'hôpital, incapable de bouger, complètement impuissant, j'ai réalisé que l'entêtement n'est pas de la force. C'est de la peur sous un autre visage. J'ai été têtu toute ma vie, et ça m'a coûté tout ce qui comptait. Alors que deviens-tu, si tu n'es pas têtu, demanda Elena. J'essaie d'être réceptif. Les yeux de Marcus rencontrèrent les siens avec une honnêteté qu'il était douloureux de voir. J'essaie d'apprendre que l'amour signifie lâcher prise, même quand chaque instinct hurle de s'accrocher plus fort. J'essaie de devenir l'homme que tu méritais quand tu es entré dans mon bureau avec rien d'autre que le désespoir et l'espoir. Elena déglutit difficilement. Ne dis pas des choses pareilles. Pourquoi pas? C'est la vérité. La main de Marcus bougea sur ses genoux. Toujours faible, mais plus stable qu'avant. Je suis en thérapie. La vraie. Le genre où je dois parler de la mort de ma femme et de ma peur de l'abandon, et pourquoi je suis devenu un homme qui construit des cages pour les gens qu'il aime. Et que dit ton thérapeute? Que je dois choisir d'aller mieux. Que la guérison n'est pas quelque chose qui m'arrive. C'est quelque chose que je fais activement chaque jour, même quand c'est douloureux. Marcus désigna la peinture. Ça, c'est moi qui agis. Créer quelque chose au lieu de détruire. Bâtir au lieu de piéger. Donner au lieu de prendre. Elena regarda la peinture de Léo. Imparfaite et sincère. Elle repensa à Marcus lui donnant de l'espace. Déménageant dans la maison d'amis. Assis sur les marches froides. Attendant la permission de voir son propre fils. Elle repensa à lui, frôlant la mort en essayant de garantir sa liberté. Elle repensa aux semaines à l'hôpital où il avait été vulnérable et effrayé, et où elle était restée. J'ai entendu ta séance de thérapie la semaine dernière, admit-elle. Celle où tu disais que tu ne savais pas comment aimer sans posséder. Le visage de Marcus s'empourpra. C'était privé. Ta porte était ouverte. Je passais avec Léo. Elena plongea son regard dans le sien. Ton thérapeute t'a demandé si tu comprenais pourquoi je ne pouvais pas encore te pardonner. Tu te souviens de ce que tu as dit? J'ai dit que je n'avais pas besoin de son pardon pour continuer à essayer de le mériter. La voix de Marcus était basse. J'ai dit qu'aimer quelqu'un signifie respecter son propre rythme de guérison, pas exiger qu'il suive le mien. C'est ça, la maturité, dit doucement Elena. La vraie maturité. Marcus. Ça n'efface pas ce que j'ai fait. Marcus se retourna vers sa peinture. Rien ne l'efface. Je peux seulement essayer d'être meilleur à l'avenir. Cette nuit-là, après que Léo fut endormi,
Elena se retrouva à retourner dans la chambre de Marcus. Il regardait de vieilles vidéos de Léo sur une tablette, le visage adouci par l'amour et le désir. « Je peux regarder avec toi ?» demanda-t-elle depuis le seuil. La surprise de Marcus fut évidente, mais il hocha la tête et fit de la place à côté de son lit. Elena s'assit et ensemble, ils regardèrent leur fils grandir en accéléré. Le premier sourire de Léo, son premier rire, la première fois qu'il s'était retourné. Des moments capturés en pixels, des souvenirs préservés pendant qu'ils étaient occupés à se détruire mutuellement. « On a perdu tellement de temps », dit Marcus, la voix chargée d'émotion. « Du temps qu'on ne peut pas rattraper. » Peut-être qu'il n'était pas perdu. Elena se surprit elle-même par ces mots. Peut-être qu'on avait besoin de se briser complètement avant de pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur. Marcus la regarda, l'espoir et la peur se livrant bataille dans son expression. « Tu le crois ? Ou tu es juste gentille ? » « Je ne sais pas encore, » admit Elena, « mais je commence à penser que le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Peut-être que c'est quelque chose qu'on construit morceau par morceau, jour après jour, comme tu construis ta guérison. » Et si je dérape ? Et si je retombe dans mes vieilles habitudes ? La vulnérabilité de Marcus était à nu sur son visage. Et si je ne parviens pas à maintenir cette évolution ? Alors je te le dirai, et tu travailleras plus dur, et on essaiera encore. Elena tendit la main et prit sa main affaiblie dans la sienne. C'est ça, l'engagement, Marcus. Pas la perfection, pas ne jamais échouer. Juste accepter de continuer à essayer. La main de Marcus se resserra autour de la sienne. Pas possessive, pas contrôlante. Juste tenant. Je vais continuer à essayer. Chaque jour. Aussi longtemps que tu me le permettras. Alors je te le permettrai, murmura Elena. Un jour à la fois, Marcus. C'est tout ce que je peux promettre. Mais alors qu'elle était assise là, tenant sa main et regardant leur fils dormir sur l'écran, Elena sentit le poids de sa colère se lever, fraction par fraction. Marcus devenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui comprenait que l'amour sans liberté n'était pas l'amour du tout. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle devenait quelqu'un de nouveau aussi. Quelqu'un d'assez courageux pour risquer son cœur sur un homme qui l'avait brisé. Quelqu'un d'assez fort pour choisir le pardon, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. La route à venir était longue et incertaine. Mais pour la première fois depuis la naissance de Léo, Elena pouvait imaginer marcher sur cette route sans son armure, pouvait imaginer laisser Marcus marcher à ses côtés, non pas comme son ravisseur, mais comme son partenaire. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui ressemblait au premier dégel après un hiver brutal. Le printemps. Elle apprenait. Il finissait toujours par arriver, même dans les endroits les plus froids et les plus brisés. Chapitre 9, l'heure des comptes. La guérison de Marcus progressa par centimètres qui semblaient des kilomètres. Le fauteuil roulant devint un déambulateur. Le déambulateur, une canne. La canne, un boitillement que la physiothérapie effaçait lentement. Elena le regardait reconstruire son corps avec la même détermination qu'il avait autrefois appliquée à construire des cages. Sauf que maintenant, il construisait autre chose, la preuve que le changement était possible. Ils prirent des habitudes qui semblaient dangereusement domestiques. Café du matin ensemble pendant que Léo écrasait des céréales sur sa chaise haute. Promenade de l'après-midi dans les jardins, Marcus s'appuyant sur sa canne tandis que Léo trottinait entre eux. Histoire du soir où Marcus lisait pour Léo avec des voix qui faisaient hurler de rire leur fils. Mais ils ne parlaient jamais de l'avenir, ne discutaient jamais de ce qui viendrait après la guérison complète de Marcus. La question flottait entre eux comme de la fumée. Que se passera-t-il quand il n'aura plus besoin de moi ? Elena le sentait monter, le point de décision se précipitant vers eux. Bientôt, la nécessité médicale qui les maintenait à proximité s'évaporerait, ne laissant que le choix, rester ou partir. L'arrivée de l'avocat fit éclater leur bulle si fragile. Marcus appela Elena dans le bureau un après-midi, son visage indéchiffrable. Des documents officiels étalés sur le bureau comme des preuves lors d'un procès. « J'ai besoin que tu signes ça », dit Marcus sans préambule. L'estomac d'Elena se noua. « Qu'est-ce que c'est ? » La pleine reconnaissance de tes droits parentaux, l'autorité parentale conjointe qui te donne un droit de regard égal sur chaque décision concernant la vie de Léo. Le contrôle d'un fonds fiduciaire à ton nom, que tu géreras seul. Assez d'argent pour que tu n'aies plus jamais besoin de moi.
Marcus poussa les papiers vers elle. Et aussi, les papiers d'annulation pour un mariage que j'avais falsifié quand tu étais inconsciente après la naissance de Léo. Je voulais le contrôle légal, alors j'ai créé un faux certificat de mariage. Ces papiers l'annulent. La pièce tourna. Tu. Quoi? On était mariés? Quand? Sur le papier seulement. Pendant que tu récupérais de la chirurgie d'urgence. J'avais fait falsifier des documents pour me donner des droits légaux supplémentaires sur toi et Léo. Le visage de Marcus était de granit, ne révélant rien. C'était la pire chose que j'ai faite, dans une longue liste de choses terribles. Ces papiers annulent tout, te rendent ton autonomie légale. Elena s'agrippa au bord du bureau pour garder l'équilibre. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je suis assez guéri. Assez fort. Marcus se leva, s'appuyant encore légèrement sur sa canne, mais globalement indépendant. Tu es resté parce que j'étais brisé et impuissant. Maintenant, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors tu es libre. Signe ces papiers et tu as le droit de franchir cette porte avec Léo et de ne jamais regarder en arrière. C'est ce que tu veux. La voix d'Elena était étranglée. Tu veux que je parte? Je veux que tu choisisses. L'expression soigneusement vide de Marcus se fissura enfin, révélant la dévastation en dessous. Je veux que tu restes parce que tu le veux. Pas parce que tu es piégé ou parce que je suis pathétique et que j'ai besoin de soins. Je veux que tu regardes ta vie et que tu décides librement si j'en fais partie. Et si je choisis de partir? Alors je déménagerai dans la maison d'amis de façon permanente. Tu gardes cette maison. Je rendrai visite à Léo selon l'horaire que tu fixeras. Je serai là, je serai un père, et je ne pousserai jamais pour obtenir plus que ce que tu es prête à donner. La voix de Marcus devint rauque. Je t'aimerai à distance et j'essaierai d'être reconnaissant pour les miettes de temps que j'obtiendrai avec mon fils. Elena regarda les papiers. Tout ce qu'elle avait exigé, tout ce pourquoi elle s'était battue. Sa liberté, présentée sur un plateau d'argent, sans condition. C'était le rêve auquel elle s'était accrochée pendant des mois de guerre froide et de silence. Alors pourquoi cela ressemblait-il à un piège? Qu'est-ce que tu veux, Marcus? Demanda-t-elle doucement. Pas ce que tu penses être juste, ou équitable, ou ce que tu me dois. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le visage de Marcus se tordit d'émotion. Je veux que tu restes. Je veux me réveiller chaque matin avec toi et Léo et construire une vie qui ne soit pas empoisonnée par mon contrôle. Je veux prouver chaque jour que j'ai changé, que je peux t'aimer sans chaîne. Sa voix se brisa. Je veux que tu me pardonnes. Mais je ne le mérite pas. Je ne te mérite pas. Alors je te donne la liberté à la place. Parce que c'est ça, l'amour, en fait. Maudit sois-tu, murmura Elena. Maudit sois-tu d'avoir enfin compris ça, maintenant, après tout. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Marcus a fait ça contre son bureau. Signe les papiers, Elena. Prends ta liberté. Tu l'as mérité 1000 fois. Elena prit le stylo. Regarda les lignes de signature. Pensa aux mots de sa grand-mère, cet enfant est aimé. C'est ce qui compte. Elle repensa à Marcus assis sur les marches froides, attendant la permission de voir son fils. Repensa à lui, frôlant la mort en essayant de garantir son avenir à elle. Repensa aux peintures faites de mains tremblantes, aux séances de thérapie, et au choix de s'ouvrir plutôt que de rester brisée. Elle reposa le stylo. Je ne peux pas, quoi? La tête de Marcus se redressa d'un coup. Pourquoi pas? Elena, c'est ta chance. Je sais ce que c'est. Et je ne peux pas le prendre. Elena fit le tour du bureau jusqu'à se tenir juste devant lui. Tu sais ce que j'ai réalisé, ces derniers mois. Tu n'es pas le seul à avoir été piégé. Je me suis piégé moi-même. Piégé dans la colère, le silence et la punition juste. Piégé dans le rôle de la victime si complètement que je ne pouvais pas voir quand tu as cessé d'être mon ravisseur. Elena. Laisse-moi finir. Elle prit une inspiration tremblante. Tu as fait des choses terribles. Impardonnables. Tu m'as piégé, tu m'as menti et tu m'as contrôlé. Tu as mérité chaque once de ma haine. Mais tu as aussi passé des mois à prouver que tu pouvais changer. À prouver que tu pouvais lâcher prise. Et j'ai passé ces mêmes mois à te punir pour des péchés que tu avais déjà cessé de commettre.
Tu avais le droit de me punir. Peut-être. Mais les droits ne rendent pas les actions saines. Elena regarda cet homme qui l'avait brisée, l'avait reconstruite, et s'était brisé lui-même en essayant de réparer ce qu'il avait endommagé. Je ne peux pas encore te pardonner. Peut-être pas avant des années. Peut-être qu'une partie de moi ne le fera jamais complètement. Mais je ne peux pas te laisser partir non plus. Je ne peux pas te laisser déménager dans la maison d'amis et nous aimer à distance. Je ne peux pas prendre cette liberté en sachant que cela signifie te perdre. Les yeux de Marcus s'emplirent de larmes. Tu ne me dois rien. Il ne s'agit pas de dette. Il s'agit de choix. Elena lui prit le visage, le forçant à la regarder. Je te choisis, Marcus. Pas parce que tu m'as piégé. Pas parce que tu as besoin de moi. Pas à cause de Léo. Même si, Dieu sait, il a besoin de nous deux. Je te choisis parce que, quelque part au milieu de ce cauchemar, je suis tombée amoureuse de l'homme que tu deviens. Et je suis assez courageuse pour risquer mon cœur sur la possibilité qu'il soit réel. Je vais déraper, murmura Marcus. Je vais régresser. J'aurai des moments où les vieux instincts reviendront. Alors je te le dirai. Et tu travailleras plus dur. Et on se battra ensemble, au lieu de le faire en silence. Les mains d'Elena tremblaient contre son visage. C'est ça, le véritable amour, Marcus. Pas la perfection. Pas le contrôle. Juste deux personnes brisées qui se choisissent chaque jour et qui font le dur travail de guérir. Ensemble. Marcus la prit dans ses bras, et Elena se laissa tenir. Pas possédée. Pas piégée. Juste tenue par quelqu'un qui avait appris que l'amour nécessitait des mains ouvertes plutôt que des poings fermés. Je ne mérite pas ça, dit-il contre ses cheveux. Je ne mérite pas ta miséricorde. Non, tu ne le mérites pas, Elena se recula pour le regarder. Mais je n'offre pas la miséricorde. J'offre une chance. Une chance de prouver que l'homme que j'ai vu émerger ces derniers mois est bien qui tu es maintenant. Une chance de construire quelque chose de réel, au lieu de briser. Et si j'échoue? Alors je pars, et tu n'auras pas d'autre chance. La voix d'Elena était d'acier enveloppé de soie. Mais je ne pense pas que tu échoueras. Parce que je t'ai vu choisir l'évolution plutôt que le confort, chaque jour. Je t'ai vu reconstruire cellule par cellule en quelqu'un capable d'un amour véritable. Et je crois en cette personne, Marcus. Même quand je ne le veux pas. Je crois en lui. Marcus l'embrassa alors. Pas les baisers possessifs du domaine de montagne. Pas les étreintes désespérées de leur guerre froide. C'était une question qu'il posait avec ses lèvres, et elle y répondit par les siennes. Oui. Ils se disaient oui l'un à l'autre. À la possibilité de quelque chose de réel. Au travail terrifiant de construire l'amour à partir de pièces brisées. Quand ils se séparèrent, Marcus posa son front contre le sien. Qu'est-ce que je fais de ces papiers? Garde-les. Comme un rappel. Elena recula. Un rappel que ma liberté est réelle, et que je choisis ceci. Je te choisis. Nous choisis. Et si jamais tu l'oublies, si jamais tu retombes dans le contrôle, j'ai des papiers qui me permettent de partir. C'est juste, dit Marcus d'une voix rauque. Plus que juste. Cette nuit-là, Elena ramena ses affaires dans la chambre principale. Pas parce que Marcus l'exigeait. Pas parce qu'un contrat l'Y obligeait. Mais parce qu'elle l'avait choisi. Parce que dormir à côté de lui ressemblait moins à une cage qu'à un retour à la maison. Ils étaient allongés dans l'obscurité. Sans se toucher, mais conscients de la présence de l'autre. Léo dormait dans sa chambre au bout du couloir, en sécurité et aimé par deux parents qui avaient enfin compris ce que cela signifiait vraiment. Je t'aime, murmura Marcus dans l'obscurité. Je t'aime depuis cette première nuit sur la montagne et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Mais je ne te piégerai plus jamais. Je n'essaierai plus jamais de t'enchaîner. Tu es libre, Elena. Tu es libre et tu me choisis quand même. C'est le cadeau le plus précieux que je recevrai jamais. Je t'aime aussi, répondit Elena en murmurant. Les mots ressemblant à la fois à une reddition et à une victoire. Et je suis terrifié. Mais je choisis ceci quand même. Je te choisis. Nous choisis. Ils s'endormirent ainsi, parlant d'amour dans les ténèbres, construisant quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui avait été détruit. La route à venir était encore longue et incertaine,
pleine d'embûches potentielles et de souvenirs douloureux. Mais ils la parcouraient ensemble maintenant, en égaux, en partenaires, en deux personnes assez courageuses pour tout risquer sur la possibilité de guérir. Et dans la chambre au bout du couloir, Léo rêvait paisiblement, ignorant que ses parents avaient enfin trouvé comment s'aimer sans se détruire au passage. Chapitre 10, le commencement. Le temps peignit la maison de couleur qu'Elena n'y avait jamais vue. Marcus tint sa promesse avec une constance acharnée. La maison d'amis restait sa résidence technique, un symbole que sa liberté était réelle. Mais sa présence se tissait dans leur journée comme un fil d'or, présent mais jamais étouffant, impliqué mais jamais contrôlant, aimant sans posséder. Ils établirent des rythmes qui semblaient organiques plutôt que forcés. Petit déjeuner en famille où Léo écrasait des œufs dans ses cheveux, pendant que Marcus faisait des pancakes épouvantables et qu'Elena riait de ses désastres culinaires. Promenade de l'après-midi dans les jardins, Léo entretenant leurs deux mains. Conversation du soir après le coucher de Léo, assis aux extrémités opposées du canapé, parlant de tout et de rien, reconstruisant lentement la confiance, un mot à la fois. Mais les nuits restaient séparées. Elena dormait dans la chambre principale, Marcus dans la maison d'amis. Cette ligne, ils la comprenaient tous les deux, était la dernière frontière. L'endroit où la reconstruction décontractée devenait autre chose, quelque chose qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à nommer. Jusqu'à ce que l'anniversaire de Léo approche. Et avec lui, le poids du chemin qu'ils avaient réellement parcouru. Elena organisa une petite fête, juste trois. Un gâteau, des ballons, et la simple joie de célébrer leur fils. Pas de famille élargie, pas de dynamique compliquée. Juste eux. Le matin de l'anniversaire de Léo, Elena se réveilla et trouva Marcus déjà dans la cuisine. Pas les tentatives brûlées de pancakes, mais quelque chose d'élaboré, du pain perdu avec des fraises, du jus d'orange fraîchement pressé, tous les favoris de Léo préparés avec un soin évident. « Tu as commencé sans moi, » dit Elena depuis le seuil. Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais que tout soit parfait. Marcus dressa l'assiette avec une attention concentrée. Ce jour a tout changé. Je suis devenu père. Je t'ai vu presque mourir. Tout a changé. Elena entra dans la cuisine, attirée par la vulnérabilité dans sa voix. C'est vrai. Nous avons changé. Tu as failli mourir en le mettant au monde. Les mains de Marcus s'immobilisèrent sur l'assiette. Et j'ai passé tout ce temps terrifié à l'idée de vous perdre tous les deux. Assez terrifié pour essayer de te piéger. Assez terrifié pour tout briser et devoir tout reconstruire sur des cendres. Marcus. J'ai besoin de dire ça. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants de larmes non versées. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Meilleurs que tout ce qui a précédé. Parce qu'ils étaient réels, construits sur le choix et non sur le contrôle. Et je suis reconnaissant pour chaque jour où tu as choisi de me laisser faire partie de cette famille. Elena sentit ses propres larmes monter. Je suis reconnaissante aussi. Reconnaissante que tu sois devenu quelqu'un que je pouvais choisir. Le cri de Léo depuis l'étage les interrompit, le roi de la fête réclamant de l'attention. Ils rirent tous les deux, le moment se brisant doucement. Marcus essuya ses yeux et prépara l'assiette spéciale de Léo avec un smile. La journée fut parfaite dans sa simplicité. Léo ouvrit ses cadeaux avec enthousiasme, plus intéressé par le papier d'emballage que par les cadeaux. Ils décorèrent la maison ensemble, Marcus soulevant Léo pour accrocher des ballons tandis qu'Elena dirigeait avec une autorité amusée. Le gâteau était de travers et couvert de trop de glaçage, mais Léo le déclara, meilleur gâteau du monde, avant d'y écraser son visage. Alors que le soir tombait et que Léo s'effondrait après son pic de sucre, ils le mirent au lit ensemble. Marcus lut l'histoire pendant qu'Elena caressait les cheveux de Léo. Quand la respiration de leur fils s'approfondit en sommeil, ils se tinrent ensemble à côté de son berceau, le regardant rêver. « Il est parfait » murmura Marcus. « Malgré tout ce qu'on lui a fait subir. Malgré toutes nos failles. Il est parfait. Il est à nous » répondit Elena. « C'est ça qui le rend parfait. » Ils retournèrent au salon, et Marcus commença à rassembler ses affaires pour retourner à la maison d'amis. Mais Elena l'arrêta d'une main sur son bras. « Reste, dit-elle doucement. Pas dans la maison d'amis. Ici, ce soir. » Marcus se figea. « Elena. Je ne te demande pas de réemménager de façon permanente. Je ne dis pas que tout est réparé. Mais ce soir. » Elle prit une inspiration pour se stabiliser. « Ce soir, je ne veux pas que tu partes.
Je veux que tu restes avec moi. Et demain, on verra ce que ça signifie. Marcus sonda son visage, et ce qu'il y vit fit adoucir son expression en quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Tu es sûr? Je suis terrifié, admit Helena. Mais oui, je suis sûr. Ils s'installèrent sur le canapé, le même endroit où ils avaient eu tant de conversations. Mais cette fois, quand Marcus s'assit, Helena se blottit contre lui. Son bras vint autour d'elle avec précaution, lui donnant de l'espace pour reculer si nécessaire. Elle ne recula pas. Elle s'installa plus profondément, respirant son odeur, sentant son cœur battre, régulier et fort, sous son oreille. « Dis-moi quelque chose, » dit Helena après un moment. « Cette première nuit sur la montagne. » Après. Tu t'es excusé. Pourquoi t'excusais-tu? Marcus resta silencieux un long moment. D'avoir pris quelque chose de sacré et de l'avoir traité comme une transaction. D'avoir réclamé ton innocence alors que j'aurais dû la chérir. D'avoir été si brisé que je n'ai pas vu le cadeau que tu offrais avant de l'avoir déjà endommagé. Je ne regrette pas cette nuit-là, dit doucement Helena. J'ai détesté ce qui est venu après. J'ai détesté le contrôle, les mensonges et la cage. Mais cette nuit-là. Elle posa sa main sur son cœur. Cette nuit-là, tu m'as touché comme si j'avais de l'importance. Comme si j'étais précieuse. Je me suis accroché à cette version de toi pendant toute l'obscurité qui a suivi. C'est celui que j'essaie de redevenir. Celui que j'essaie d'être pour toi maintenant. La main de Marcus caressa doucement ses cheveux. L'homme qui te voit clairement et qui aime ce qu'il voit, sans essayer de le posséder. Je te pardonne, murmura Helena. Elle sentit le corps entier de Marcus s'immobiliser. Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que garder cette colère était une autre cage, et je choisis d'en sortir. Je te pardonne pour le contrôle, les mensonges et la douleur. Je te pardonne parce que tu l'as mérité en devenant quelqu'un digne de pardon. Les bras de Marcus se resserrèrent autour d'elle et elle sentit sa poitrine se soulever de sanglots silencieux. Je ne le mérite pas. Je ne le mériterai jamais. Non, tu ne le mérites pas. Mais l'amour, ce n'est pas mériter. C'est choisir. Helena releva la tête pour le regarder. Et je choisis d'essayer à nouveau. Lentement. Honnêtement. En égo, cette fois. Je choisis de t'aimer. Malgré tout. À cause de tout. Parce que l'homme que tu es devenu vaut le risque. Marcus lui prit le visage entre ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. Chaque jour, Helena. Je le prouverai. Je sais que tu le feras, dit-elle. Mais Marcus, tu l'as déjà prouvé. Ces derniers mois, à te regarder choisir l'évolution plutôt que le confort, à te regarder lâcher prise au lieu de t'accrocher. Tu m'as déjà montré l'homme que tu es maintenant. Il l'embrassa alors. Doué interrogateur. Elle répondit en approfondissant le baiser, versant une émotion compliquée dans cette connexion. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient et souriaient en même temps. Ils passèrent la nuit sur le canapé, parlant jusqu'à l'aube de leurs espoirs, de leur peur et de la vie qu'ils voulaient construire. Pas la vie que Marcus avait essayé de forcer. Pas la vie dont Helena avait rêvé avant que le désespoir ne la pousse dans son bureau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de réel. Quelque chose construit sur le choix, la confiance et la compréhension durement acquises que l'amour nécessitait des mains ouvertes. Alors que le lever du soleil peignait les fenêtres d'or, Helena écrivit dans son journal pendant que Marcus somnolait à côté d'elle. Il m'a brisé. Je me suis reconstruite. Il s'est brisé. J'ai regardé. Maintenant, nous construisons quelque chose de nouveau. Pas sur les cendres de ce qui fut, mais sur la vérité de ce qui est. Ce n'est pas un conte de fées. C'est le dur labeur d'aimer quelqu'un qui vous a blessé et de choisir chaque jour si cet amour vaut le risque. Aujourd'hui, j'ai choisi oui. Demain, je choisirai à nouveau. Et le jour d'après, je continuerai à choisir, jusqu'à ce que le choisir lui semble aussi naturel que de respirer. Parce que l'amour n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne. Et nous apprenons enfin à le pratiquer correctement. Léo entra dans le salon en trottinant, se frottant les yeux, serrant l'ours en peluche que Marcus lui avait donné. « Maman ? Dada ? » dit-il, tendant les bras vers eux deux. « On est là tous les deux,
mon cœur, dit Helena en le prenant dans ses bras. Marcus se réveilla et les attira tous les deux contre lui. Et ils restèrent assis là, en famille. Imparfait, en guérison, réelle. Dehors, le monde continuait son rythme. Mais à l'intérieur de cette maison qui avait été une prison et un champ de bataille, 3 personnes apprenaient ce que signifiait construire un foyer. Pas avec des contrats ou du contrôle. Pas avec des cages déguisées en amour. Mais avec le choix, le courage, et la compréhension que parfois, les plus grandes histoires sont celles où des personnes brisées trouvent comment guérir ensemble. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.